ici David Brosseau et bienvenue à Top Chrono. Cette semaine à l'émission. Système dégage! Système dégage! La situation présidentielle en Algérie touche vivement la diaspora montréalaise. La trappe en milieu urbain, un moyen de plus en plus populaire pour relocaliser les animaux dérangeants. On aborde une alternative végétale durable pour décontaminer les sols montréalais. La capacité des plantes à absorber les métaux lourds et à dégrader les hydro... En fin d'émission, on aborde la première grande réunion du cyclisme hivernal au parc Maisonneuve. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, Top Chrono. La situation présidentielle en Algérie soulève l'ire de son peuple. La diaspora montréalaise est aussi touchée par la situation. Un reportage de Mohamed Aftouche. Système dégage! Système dégage! Les Algériens de Montréal semblent unanimes. Ils ne veulent plus d'Abdelaziz Bouteflika comme président. L'homme a gouverné leur pays pendant 20 ans. Il paraît aujourd'hui incapable de continuer à le faire à l'âge de 82 ans, paralysé par un AVC, mais il s'accroche au pouvoir. Et le problème, c'est Bouteflika, on ne l'a pas vu depuis 2012, c'est quelqu'un qui est en mort cérébrale. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'existe même pas. C'est les gens qui gèrent à sa place. L'ampleur des manifestations algériennes à Montréal, en France et en Algérie est exceptionnelle. Les Algériens ont gardé le silence pendant 30 ans et restent traumatisés par une décennie de guerre civile dans les années 90 qui a provoqué plus de 100 000 morts. J'ai 47 ans, j'ai participé depuis 88 à toutes les manifestations qui sont déroulées en Algérie. C'est la première fois que je vois autant de monde, j'ai su surtout l'enthousiasme. C'est vraiment, ça a gagné toutes les couches. Mais pour beaucoup d'Algériens, la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat était seulement la goutte qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. La goutte d'eau qui a débordé le vase. L'Algérie traverse une crise politique mais aussi économique et sociale. Son peuple veut des élections démocratiques, la liberté d'expression et une justice indépendante. Il se révolte aussi à cause de la dépendance de l'Algérie aux exportations pétrolières, car les revenus qu'elle rapporte diminuent et sont en partie détournés par la corruption. Le FLN a bien réussi en termes de bilan sur le plan des grands slogans, mobilisateurs à l'échelle internationale. Bouteflika lui-même est l'un des artisans, encore une fois, de ce dynamisme externe, de la politique extérieure algérienne. Mais sur le plan intérieur, le bilan est presque nul parce qu'il n'y a pas de vision de développement, il n'y a pas de projet de développement en tant que tel pour l'Algérie. Une communauté libre et prospère vit dans le petit Maghreb montréalais. Les manifestants algériens aspirent à reproduire cette situation dans leur propre pays. Sont-ils à l'aube d'une date historique pour l'Algérie? Difficile de l'affirmer. Seuls les Tunisiens ont instauré une démocratie dans leur pays à la suite du printemps arabe de 2011. Le journaliste Hamadi Agribi estime même que ce changement n'a pas été suffisant pour améliorer la situation de la Tunisie. Je suis tunisien. J'ai vu ce qui se passe en Tunisie, 2011. Nous sommes 2019. On est devenu de pire en plus pire en Tunisie. Nous étions mieux, je le dis franchement, nous étions mieux avec Ben Ali, malgré que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses. La situation de l'Algérie n'est pas meilleure d'après de nombreux Algériens rencontrés à Montréal.
raison pour laquelle ils ont fui leur pays d'origine. Je suis venu à 40 ans, j'aurais pu finir mes jours là-bas, mais je ne voudrais pas que mes enfants fassent le même chemin que moi. Écoute, là, vivre en Algérie, ce n'est pas juste une question personnelle. Tu peux avoir un beau salaire, des moyens chez toi et tout, mais écoute, là, quand tu vois le monde qui t'entoure, ben, je sais pas, il faut être mort dans son cœur pour résister à toutes ces choses-là. Et quand tu es entouré par la décadence, par la pauvreté, par la misère, par l'insécurité, et toutes ces choses-là, toutes les mauvaises choses de la vie, là, tu n'as pas le cœur à rester. Saïd, Karim, Omar, plusieurs expriment l'espoir de retourner en Algérie si les manifestations donnent naissance à une véritable démocratie. Je garde toujours l'espoir de repartir dans le cas où l'Algérie de mes rêves verra jour. Une Algérie pluraliste, une Algérie qui va se réconcilier avec toute la diversité de son peuple, à savoir la diversité culturelle, la diversité religieuse, et une constitution qui reconnaît tous ses enfants. Le train de la démocratie est en marche. On ne s'arrêtera pas. Pouvoir assassin, pouvoir mafieux, dégage. C'était Mohamed Akli à Fetouche pour Top Chrono à Montréal. Nous nous retrouvons en plein cœur de Montréal au parc La Fontaine où nous retrouvons le journaliste Cédric Thévenin qui a couvert les manifestations d'Algériens à Montréal. Donc bonjour Cédric. Salut. Donc y a-t-il encore des manifestations d'Algériens à Montréal? Ouais, il y en a eu encore une, en tout cas le 21 avril. Mohamed Akli, qui a fait avec moi le reportage, a participé à toutes les manifestations qui se sont tenues après celle du 3 mars et il me disait que même si la mobilisation ensuite avait été un peu plus faible, elle était toujours très forte. Et pourquoi les Algériens manifestent-ils encore à Montréal? J'ai interrogé avec Mohamed Akli Nasser Ben Sefia, qui était l'un des organisateurs de la mobilisation du 3 mars à Montréal et qui nous disait tout simplement qu'ils manifestaient par solidarité avec leurs compatriotes. Et qu'ont-ils obtenu avec ces manifestations? Alors ils ont obtenu pas mal de choses puisque M. Bouteflika a démissionné début avril. Sa démission a été suivie de celle de Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, qui est un proche de M. Bouteflika. Ça fait beaucoup. Et pourquoi les Algériens continuent-ils de manifester alors qu'ils ont eu tant d'avancées? En fait, ce qu'ils veulent, c'est la fin de tout le système qui maintenait M. Bouteflika au pouvoir, c'est-à-dire le départ de son parti politique, le FLN, de ses alliés, le RND, le MPA, le TAIJ, le départ aussi des oligarques. Et une grosse question se pose également sur le rôle de l'armée. Gaïd Salah, le chef d'état-major, a fait des discours. L'armée devient donc politique. On sait aussi que l'armée, c'est l'armée qui détient les clés du pouvoir en Algérie. Il y a des élections présidentielles qui sont prévues le 4 juillet. Mais les Algériens se posent des questions quant à l'indépendance qu'il y aura lors de ces élections et à savoir si elles seront démocratiques ou pas. Bien, merci beaucoup Cédric. Nous continuerons de suivre les développements de cette affaire. Pendant ce temps, pendant que les Algériens continuent à manifester, des rongeurs livrent bataille à des trappeurs urbains à Montréal. L'hiver a été particulièrement long au Québec cette année. Heureusement, plusieurs activités sont offertes partout à Montréal. Cette année, quelques citoyens ont eu l'idée d'organiser le premier rassemblement de vélo hivernal. Zachary Routier parlera de la première édition qui se déroulait sous un beau soleil au parc Maisonneuve. Restez là! Les défis, c'est le financement surtout. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a voulu un événement qui soit éco-responsable du début jusqu'à la fin. Donc, tous nos t-shirts, toutes nos affiches, tout ce que vous pouvez voir, soit c'est de la récup, soit ça a été trouvé. Donc, trouver des financeurs, c'est plus difficile. À une certaine époque, un zoo était le principal attrait touristique du parc La Fontaine. Depuis quelque temps, les animaux reviennent dans les parcs de la métropole, mais pas nécessairement de la manière que les citoyens le désiraient. Un reportage de Gabriel Anctil. On en a deux.
3. Yannick et Gabriel Hébert viennent de capturer 3 écureuils dans l'entretoit d'un immeuble à logement du quartier Rosemont à Montréal. Pour le locataire de l'appartement, cela signifie enfin un retour à des nuits plus paisibles. Et des fois, ils s'abîment un petit peu le nez. Juste au niveau de la fourrure. Au moins, ils ont la vie sauve. Pour les rongeurs, cela signifie un nouveau logis sur la rive nord de la ville. Puis au moins, il est à l'abri de la neige et du verglas en dessous des cartons. Après avoir récupéré les animaux, les 2 trappeurs vont rapidement les libérer dans un boisé en bordure de Terrebonne. Faut que tu sois vite sa gâchette si tu veux filmer. T'es prêt, mon petit? Yannick Hébert est propriétaire de l'entreprise Trappeurs de Ville, l'une des seules à opérer dans la région de Montréal. Pourtant, il offre un service très en demande. Je dirais que c'est pas mal occupé à l'année, sincèrement, parce que chaque animal a sa sortie. Fait que là, présentement, l'hiver, il y a plus d'écureuils. Les naissances s'en viennent au mois de mars et avril. Puis certains animaux, comme raton laveur, moufette, sont en hibernation présentement. C'est sûr que c'est un passe-temps pour la majorité des gens. Là. À la différence des trappeurs amateurs, Yannick tente toujours de capturer les animaux vivants pour les relocaliser là où ils ne poseront plus problème. Il y a une différence entre le trappage puis la déprédation. C'est que le trappage, c'est pour la traite de fourrure. La déprédation, c'est pour gérer un cheptel d'animaux nuisibles. Le métier de trappeur est très exigeant physiquement. Pour poser ses pièges, Yannick doit parfois se glisser dans des greniers étroits ou grimper sur des toits glacés. Il doit aussi compter sur la présence d'humains, parfois curieux, qui peuvent venir entraver son travail, ou pire, se blesser en manipulant des pièges. C'est vraiment d'être discret au niveau des montages qu'on va faire. On va utiliser aussi des pièges différents. C'est sûr qu'on ne prendra pas des pièges mortels, c'est vraiment de la relocalisation. On va faire des captures, puis on va relocaliser en forêt. Donc, ça va être des cages à capture vivante, mais on va tenter de jouer et de travailler avec les décorations, les plates-bandes et tout ça pour essayer de camoufler le tout. Okay. Mais imagine qu'il passe puis qu'il met sa tête. Ça casse la colonne instantanée, perte de conscience, meurt noyé en dedans de 30 secondes à 1 minute. C'est vraiment des pièges humanitaires pour pas que l'animal souffre. Beaucoup de gens s'opposent au travail du trappeur, considérant qu'il est cruel envers les animaux. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est d'ailleurs le sujet de la thèse de doctorat de Thomas Lecomte. Parce qu'avant, historiquement, on est assez peu documenté sur la trappe. Il y a comme une coupure au début du XXe siècle, on va dire, où en fait la trappe est une sorte de pratique familiale, mais très peu documentée, avec très peu d'informations historiques là-dessus. À partir des années 70, l'intérêt, c'est qu'il y a comme une critique animaliste qui s'amorce et qui est portée notamment par Brigitte Bardot. Il y a beaucoup de trappeurs qui en parlent de cette critique-là. Et en fait, l'avantage de l'emphase qui a été mise à ce moment-là sur la trappe, c'est que ça a permis de se réintéresser à cette pratique-là, qui vise en fait à montrer que le piège peut se faire dans des conditions humanitaire avec le respect de l'animal, et plus comme avant, tel que ça avait été dit par les animalistes, comme une pratique barbare, sans restriction, etc. Yannick Hébert est bien conscient de ces tensions. Sur son site web, il met d'ailleurs de l'avant le côté responsable de sa profession. D'avoir une éthique, puis prendre en considération que c'est pas parce qu'un client t'appelle parce que lui a un problème de négliger le côté vivant de l'animal. Il n'y a rien qui se perd. Ça, c'est des tondreux de castor. Il n'en reste pas moins que pour un trappeur, les fourrures et la viande sont un attrait non négligeable. En tant que tel, le trappage, c'est pour des animaux à fourrure pour la commercialisation. Fait que je te dirais que ça joue de l'écureuil jusqu'à l'ours. Par contre, j'ai quand même... Ces fourrures ne valent aujourd'hui presque rien, mais à une autre époque, elles étaient en forte demande. Avant les années 70, on pouvait aisément gagner quand même beaucoup d'argent, et dans le milieu rural, c'était même une façon parfois d'emmener ses enfants et leur permettre de suivre des études. Avec un territoire qui couvre toute la région métropolitaine de Montréal, Yannick Hébert ne risque pas de manquer de travail. Mais pour le trappeur, rien de mieux après une journée bien remplie que de déguster une collation de viande sauvage en compagnie de son fils, qui aimerait bien un jour suivre les traces de son père. C'était Gabriel Anctil à Saint-Eustache. Après plusieurs incidents impliquant les coyotes sur l'île de Montréal, la ville a décidé d'engager un trappeur urbain pour limiter la présence de cet animal. Plusieurs dispositifs ont été mis sur pied pour régler le problème. Essentiellement de la sensibilisation auprès du public. Ensuite, des campagnes d'effarouchement, donc c'est pour redonner la peur aux coyotes qui sont devenus trop familiers, pour qu'ils aient peur des êtres humains. Puis le dernier volet, c'est donc de l'intervention terrain. Si d'aventure il arrive un animal qui devient agressif,
Laurence Rivard nous explique. Le plan de gestion de la Ville de Montréal se déploie sur 3 volets. Il y a la communication auprès des citoyens, les campagnes d'effarouchement, ainsi que la capture en dernier recours lorsque le coyote est trop agressif. La communication occupe une grande partie de ce plan, des campagnes de sensibilisation, du porte-à-porte, mais aussi la mise sur pied d'une ligne Info-Coyote qui permet aux citoyens de signaler la présence du coyote, ce qui facilite le travail des biologistes, et également qui permet aux citoyens de discuter avec un naturaliste sur comment mieux se comporter lorsqu'ils vont recroiser un coyote. Jusqu'à maintenant, une seule campagne de capture a été effectuée depuis la mise sur pied du plan. On écoute à ce sujet le conseiller en aménagement au service des grands parcs de la Ville de Montréal, Frédéric Bussière. Ça peut durer de plusieurs jours à même quelques semaines où on va installer des caméras ou un site, des caméras de déclenchement automatique dans les endroits qu'on pense être intéressants pour pouvoir faire la capture du coyote. Donc, ensuite, on va pouvoir voir quel genre d'animaux ont l'air de fréquenter le site. S'il y a l'air d'avoir trop d'animaux indésirables, donc ce sera un site qu'on ne choisira pas pour faire la capture. Mais s'il n'y a aucune espèce, par exemple, s'il n'y a pas de raton laveur, pas de moufette, puis en contrepartie, on voit la présence de coyotes à l'occasion, donc ça va devenir un site potentiellement intéressant pour pouvoir faire la capture. Donc, ça va être sur ces sites-là qu'on va éventuellement installer des pièges là, pour capturer les coyotes. On rappelle que depuis juin 2017, 19 personnes ont été mordues par un coyote sur l'île de Montréal, mais qu'aucune morsure n'a été rapportée depuis juillet dernier. C'était Laurence Rivard à Montréal. Le compost est désormais populaire dans plusieurs quartiers de Montréal. Un décompositeur insoupçonné reste très performant à ce sujet. Un reportage de Laurence Rivard. Près de 20 des terrains contaminés au Québec se trouvent à Montréal. Plusieurs d'entre eux longent les rives du fleuve Saint-Laurent. C'est le cas de la friche au pied du courant, un espace herbeux qui appartient au ministère du Transport du Québec et situé tout près du pont Jacques-Cartier. Le terrain contaminé est occupé pendant l'été par un collectif d'artistes, d'organismes communautaires et de citoyens. Pour eux, pas question d'utiliser les méthodes de décontamination habituelles où le sol souillé est excavé puis déplacé vers un dépotoir. Les militants rêvent plutôt de voir la friche se transformer en un véritable laboratoire à ciel ouvert de décontamination par le vivant, grâce à une technique exploitant la capacité des plantes à absorber les métaux lourds et à dégrader les hydrocarbures afin d'extraire les contaminants du sol. On appelle cette méthode la phytoremédiation. Étudiant au doctorat à l'Institut de biologie végétale à l'Université de Montréal, Maxime Fortin-Faubert fait partie des chercheurs bénévoles qui travaillent sur ce projet. C'est un terrain qui est laissé vacant depuis plusieurs années. Puis il y a un groupe citoyen qui est en train de se former avec différents chercheurs pour essayer de promouvoir les phytotechnologies sur ce site-là. C'est de réutiliser ce terrain-là plutôt que de le laisser abandonné comme ça. Le chercheur connaît bien la problématique des terrains contaminés à Montréal. Il a récemment obtenu une bourse de la Fondation David Suzuki afin de cartographier les sols souillés sur l'île et déterminer lesquels seraient propices à une décontamination par les plantes. Pour lui, la phytoremédiation est une méthode qui a beaucoup d'avenir. Pourquoi ne pas les revégétaliser, puis pourquoi ne pas faire de la phytoremédiation? Puis en plus de décontaminer ces sites-là, il y a plein d'avantages environnementaux liés au reverdissement. Botaniste et chef de division en recherche et développement scientifique au Jardin botanique de Montréal, Michel Labrec dirige un groupe de recherche qui teste présentement des techniques de phytoremédiation sur un terrain vague dans l'est de l'île. Mais quels sont les avantages de cette technologie-là? D'abord, on implante de la végétation sur des sites qui sont souvent en très mauvais état. Donc, on amène plusieurs bénéfices environnementaux ou services écologiques. On amène de la végétation, on améliore le paysage, on améliore la qualité de l'air parce que les plantes font de la photosynthèse puis absorbent des gaz à effet de serre. On amène de la biodiversité, on amène des oiseaux, des insectes. On évite l'érosion de ces sols-là, que ça parte en poussière. On atténue aussi le bruit parce que les plantes font souvent des murs pour atténuer le bruit de la circulation. Et c'est sûr qu'on améliore le paysage. Alors le niveau d'acceptabilité sociale d'une telle approche est très, très élevé. Les gens aiment ça. Et quand ils se rendent compte qu'en plus que les plantes qu'on a mises dans un champ font le travail de décontaminer, c'est assez gagnant comme solution. À terme, le projet permettra aux élus de la Ville de Montréal de mieux comprendre la méthode et de déterminer quel contexte pourrait être propice à son implantation.
L'expérience a déjà permis à l'équipe du chercheur de comprendre que dans ce genre de projet, la participation citoyenne est essentielle. De pouvoir faire une telle approche en milieu urbain avec des plantes dans un contexte où on n'a pas mis des clôtures puis on n'a pas délimité des sites, je disais aux citoyens, vous faites partie de l'expérience, on veut faire la démonstration qu'il est possible de faire de la phytorémédiation, que ça soit accepté et que les citoyens respectent ce qu'on fait aussi. Bien qu'elle comporte plusieurs avantages, la phytorémédiation a tout de même une limite majeure. Il est très difficile d'estimer le temps que prendra le processus. Mais on parle d'horizon de 5 à 10 ans quand on a des sols qui sont modérément contaminés par des produits, mettons des produits pétroliers sur les sites d'industrie pétrochimique par exemple. Quand c'est des inorganiques, quand c'est des métaux qui sont dans le sol, là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et là, on peut parler d'horizon de plusieurs décennies dans certaines occasions, et voire même des centaines d'années, mais dans ce temps-là, on dit que ça ne marche pas. Dans son dernier budget, le gouvernement provincial a alloué une somme de 100 millions de dollars pour la décontamination des sols à Montréal. Reste à voir quelle portion de ces fonds iront à des projets qui mettent à profit les qualités uniques des plantes. C'était Laurence Rivard à Montréal. Le vélo est désormais un sport 4 saisons, tellement que certaines pistes cyclables étaient mieux dégagées que certains trottoirs cet hiver. Zachary Routier aborde le premier rassemblement de ce sport en pleine ascension. Pour plusieurs, vélo ne rime pas avec hiver. Pourtant, le froid ne décourage pas tous les sportifs. Certains y voient même l'opportunité de créer de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, le rendez-vous était donné au parc Maisonneuve pour une série d'activités cyclistes sur neige et sur glace. Ouais, en fait, l'idée, c'est une photo, un patin sur un vélo, et du coup, j'ai décidé d'en faire un. Et finalement, ça marchait très bien, donc on a décidé de faire une course. Et j'ai rencontré Rika, avec qui on a lancé le projet. Mais on a vu un peu plus grand aussi, plus qu'une course. On voulait un événement rassembleur. Pour Mathieu Ducombe, qui est à l'origine de cette journée, l'événement se doit d'être engagé socialement. On a voulu un événement qui soit éco-responsable du début jusqu'à la fin. Donc tous nos t-shirts, toutes nos affiches, tout ce que vous pouvez voir, soit c'est de la récup, soit ça a été trouvé. Et on a aussi fait le choix de travailler exclusivement avec des artisans locaux. Avec des concours et des courses, l'association met en avant une diversité de pratiques pour tous les goûts. La grande nouvelle de cette 3e édition, la course de Fat Bike. Le Fat Bike est un vélo à gros pneus qui a de plus en plus la cote dans les sentiers enneigés de la région de Montréal. Et ce participant n'y trouve rien à redire. C'était bien le fun. Il y avait un vent polaire en pleine face pour la moitié du parcours, mais ça fait partie des joies de l'hiver. Les gens sont fidèles au rendez-vous, car au-delà de la compétition, c'est l'esprit de cette journée qui fait la force de l'événement. Ici Zachary Routier, Montréal. Nous sommes aujourd'hui 9 février au parc Maisonneuve pour la 3e édition de Vélo sur glace. Cet événement met en compétition les gens téméraires qui sont prêts à faire du vélo sur la glace et sur la neige. Au programme aujourd'hui, différentes activités, aussi bien pour les gens un peu plus aguerris que pour toute la famille. Et ces activités se dérouleront jusqu'à 18 h ce soir. Nous sommes allés auprès des organisateurs afin de comprendre pourquoi organiser un tel événement. L'idée, c'est une photo, un patin sur un vélo, et du coup, j'ai décidé d'en faire un. Et finalement, ça marchait très bien, donc on a décidé de faire une course. Et j'ai rencontré Rika, avec qui on a lancé le projet. Mais on a vu un peu plus grand aussi, plus qu'une course. On voulait un événement rassembleur et engagé. Mais d'où vient cet intérêt de faire du vélo sur la glace ou sur la neige? Nous sommes allés auprès des participants pour mieux comprendre. C'est ma 3e saison que je fais du fat bike. Une très belle invention pour faire du vélo l'hiver. Faire du vélo sur la glace, ça m'a toujours paru un peu dangereux, mais là, c'est ça, j'ai essayé le vélo tantôt, puis écoute, je trouve ça vraiment, c'est super stable. J'étais vraiment étonné de la stabilité du vélo, même sur la glace, là, avec des gros coups de même, vraiment, ça fait vraiment la job, là. Un événement qui démontre qu'avec un peu d'imagination, on n'a pas besoin de sortir de Montréal pour profiter de l'hiver. Vélo sur glace était la 3e édition de cet événement rassemblant les amateurs de vélo sur neige à Montréal. Même si la ville de Montréal n'offre pas l'utilisation des Bixi durant la saison hivernale, il n'est pas impossible de se déplacer en vélo dans la métropole
Maintenant, le printemps arrive et les activités continuent. Nous verrons beaucoup de vélos à Montréal, mais cette fois, sous le soleil. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on retrouve Martha Raposo qui nous parle de la musique traditionnelle qui, oui, est encore populaire au Québec. La musique traditionnelle, c'est une musique du peuple qui a toujours été transmise de génération en génération par tradition orale. C'est sûr que le côté académique de l'apprentissage musical, comme au même niveau que la musique classique ou la musique jazz, c'est pas nécessairement le procédé normal pour apprendre la musique traditionnelle. Tout sur ce sujet et bien plus encore. On se retrouve pour une autre émission d'information dans une semaine. Top chrono!